Sans craindre de se jeter à l'eau, le général MacArthur débarque sur la plage de Leyte, aux Philippines. Au matin du 20 octobre 1944, après plusieurs heures de tirs nourris, il libère, comme il l'avait promis, l'archipel des griffes des Japonais alliés à l'Allemagne nazie. Cette image a construit le mythe. Il devient le héros de la guerre du Pacifique et un modèle pour des millions d'Américains. Une image écornée avec le temps. Douglas MacArthur devient le commandant le plus célèbre de l'histoire américaine durant la Seconde Guerre mondiale. Plus que les autres amiraux et généraux de son rang, il a tout de suite compris l'importance de la publicité, le rôle crucial des médias et comment les utiliser. With him, from the Amphibious Force Assembly Point 1,000 miles away, MacArthur brings power. MacArthur était en charge de la zone sud-ouest du Pacifique, ce qui n'était pas un point crucial de la guerre. Le cœur du conflit, c'est l'Europe, bien sûr. MacArthur, lui, se bat en Nouvelle-Guinée. Et ces petites îles n'avaient guère d'importance stratégique dans cette guerre mondiale. Mais elles ont bénéficié d'une attention et de ressources disproportionnées grâce au statut et à la popularité de MacArthur dans la presse. Cet orateur né, qui se comporte comme un acteur hollywoodien, est aujourd'hui une figure emblématique, mais controversée. Il est égoïste, borné. Il est difficile de s'entendre avec lui, mais en même temps brillant. C'est vraiment un général extrêmement brillant. Seldom in history has one man captured so completely the heart, the mind, and the imagination of a people as did General of the Army Douglas MacArthur. Douglas MacArthur. Son nom sonne comme une légende. C'est vraiment quelqu'un qui a excellé dans tout ce qu'il a accompli. Né en 1880, admiré pour son génie militaire, il réalise des exploits dans le Pacifique lors de la Seconde Guerre mondiale. MacArthur a préservé plus de vies américaines, et conquis plus de territoires et plus vite qu'aucun général dans l'histoire. Mais commet aussi de lourdes fautes, jusqu'à l'erreur fatale en 1951 lors de la guerre de Corée. Et ensuite, je crois qu'il est devenu fou. Après 52 ans de service et de splendeur, c'est l'heure de la décadence. Le chef de guerre est destitué de ses fonctions et tombe de son piédestal. Ça a été un choc terrible aux USA. Qui est donc ce militaire né, prêt à mourir pour son pays? Ces hommes l'ont baptisé le plus brave d'entre les braves. Et pourtant très attaché à créer son propre mythe pour rester à jamais le héros de l'Amérique. Lorsque la Première Guerre mondiale éclate et que les États-Unis débarquent en France fin 1917, le colonel Douglas MacArthur a déjà 37 ans. Ce conflit, c'est la chance de sa vie pour se distinguer et grimper les échelons. C'est aussi son terrain de jeu. Défiant tous les dangers, l'officier commande ses troupes avec panache. C'est un officier supérieur, colonel et bientôt général de brigade, le plus jeune de l'armée à cette époque. À ce rang, il aurait dû rester à l'arrière. Pourtant, il est en première ligne. Je veux voir ce qui se passe, être auprès de mes hommes et être bien visible. Il ne lâche jamais l'ennemi. Il lui met la pression, il reste à ses trousses car il sait que sinon le front arrière va se faire massacrer. Comme sa division l'a déjà expérimenté. Il galvanise ses troupes. Il ouvre la voie. Et il agit ainsi avec bravoure, sans se soucier du danger ni de sa propre sécurité. En seulement 9 mois de conflit, il se distingue lors de batailles décisives, comme à Saint-Mihiel en septembre 1918, en privilégiant les offensives mobiles, associant l'aviation et les chars d'assaut.
MacArthur est persuadé qu'il faut mettre en place des manœuvres afin de parvenir à percer les lignes ennemies. Sa tactique repose sur l'idée qu'il ne faut pas attaquer l'ennemi directement, mais le contourner. Ce qui est très difficile à faire avec l'avènement des tranchées, mais aussi les mitrailleuses et le développement de l'artillerie. Les tranchées et ces armes rendaient de telles offensives très difficiles à réussir. Ce tacticien hors pair parvient à faire bouger les lignes malgré les tranchées. Sans faire massacrer ses hommes dans cette immense boucherie qu'est la Première Guerre, il motive ses soldats prêts à l'impossible, enflammés par son charisme. De nombreux vétérans témoignent des moments où MacArthur s'est adressé à eux. Dans ces moments, ils ne se disaient pas « Waouh, ce type est vraiment génial !» mais plutôt « Ce type parvient à me faire sentir 10 fois plus fort que ce que je croyais 5 secondes auparavant. » Et c'est ça, la magie de MacArthur. Je crois qu'on peut dire qu'après le 14 octobre 1918, la plupart des membres de l'US Army savaient qui était Douglas MacArthur. Très ambitieux, l'officier sait aussi se distinguer par ses tenues. Loin du traditionnel uniforme, cet anticonformiste ne recule devant aucune extravagance. Il se prenait pour un acteur hollywoodien et aimait quand les projecteurs étaient braqués sur lui. Il s'est distingué en tant que commandant durant la Première Guerre car il aimait être au front et ne voulait pas rester à l'arrière dans les tranchées et commander de loin. MacArthur se considérait comme un grand soldat et estimait qu'un grand soldat se devait d'avoir un certain style, ce qui incluait l'apparence et une tenue qui le distinguait. Étonnamment, il s'habillait de manière cavalière et irrévérencieuse durant la Première Guerre mondiale. Par exemple, il s'affublait d'une canne et portait une sorte d'écharpe autour du cou que sa mère Pinky lui avait tricotée. Ou encore, il portait une casquette de sous-officier. Donc, il s'était fait connaître pour son non-conformisme. L'étoile montante de l'US Army est une forte tête qui s'oppose à l'autorité. Ses excentricités le conduisent d'ailleurs à prendre des risques inconsidérés. Il pouvait par exemple exiger de ses soldats qu'ils portent leur masque à gaz, mais sans le mettre lui-même. Et quand il a été gazé, il s'est retrouvé à l'hôpital car il ne le portait pas. Donc, d'un côté, il a les qualités d'un grand leader, mais il n'en fait qu'à sa tête et est très têtu. Malgré ses libertés avec les règles établies et l'autorité, il est auréolé de gloire à la fin de la Première Guerre mondiale. 7 étoiles d'argent, 2 croix pour service remarquable, la Légion d'honneur, la croix de guerre française et belge. Il est probablement l'officier américain le plus décoré parmi les 2 millions de soldats que les États-Unis ont envoyés en France. Un succès qui n'a rien d'étonnant. Douglas MacArthur a le combat dans le sang. Dès sa naissance en 1880, à une époque où l'armée américaine chasse le célèbre Apache Geronimo, le monde militaire compose toute sa vie. MacArthur est entièrement façonné par cet univers, et c'est ce que cela signifie d'être dans l'armée. Il raconte que ses premiers souvenirs tournent autour du lever du drapeau devant tous les soldats, au son du canon. Douglas MacArthur disait souvent qu'avant même d'avoir appris à parler ou à marcher, il avait appris à se servir d'un revolver et à monter à cheval. À bord de carrioles en bois, il déménage avec ses parents et ses 2 grands frères de base militaire en base militaire, selon les affectations de son père. Arthur MacArthur est un héros de la guerre de sécession, un général qui a reçu la Medal of Honor, une distinction suprême que Douglas, dès l'enfance, va rêver d'obtenir à son tour. Il était vraiment très fier de son père. Il savait que son père était un héros de la guerre de sécession et je pense qu'il voulait vraiment marcher sur ses pas. Est-ce qu'il s'en réjouissait ou au contraire cette filiation était-elle un fardeau? Sûrement par moments. Mais au final, il l'acceptait et avait compris qu'il était là pour faire prospérer cet héritage et le perpétuer. Élevé dans une famille catholique très conservatrice, Douglas parvient difficilement à intégrer l'académie militaire de West Point, le Saint-Cyr américain. Pour tout ce que vous entreprenez dans la vie,
Il faut être préparé. Et c'est vraiment ce qui l'a façonné, que ce soit lors des conflits ou autres. Pour lui, la préparation est la clé pour se réaliser et pour parvenir au succès. Ces années à West Point ne sont pourtant pas faciles. Le cadet est victime de bizutage. Les élèves s'agacent de ses sautes d'humeur et le baptisent Sarah Bernard, du nom de la célèbre comédienne française. Individualiste, vaniteux, ayant une haute opinion de lui-même, le jeune homme de 19 ans est déjà si sûr de lui qu'il s'oppose régulièrement à ses supérieurs. Il avait manqué un cours. Donc le professeur lui dit qu'il doit passer l'examen final. Il se réécrit immédiatement. « Je vais démissionner, vous pouvez pas me faire ça. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. » Et finalement, le professeur cède. Pourquoi? Car MacArthur est un élève exceptionnel, brillant au baseball comme dans toutes les disciplines. Sorti major de sa promotion, il fait encore partie des 5 meilleurs élèves de tous les temps. Comme Douglas MacArthur l'avait espéré, la Première Guerre mondiale est un tremplin. La paix revenue, la taille de l'US Army se réduit à peau de chagrin. Mais contrairement à beaucoup, il obtient des postes clés. En 1919, il devient ainsi l'un des plus jeunes superintendants de West Point. The progress of a man's life is punctuated by a series of culminations, of which, for you today, is one. That spirit is a guarantee of fortitude, of vigor, of victory. Aujourd'hui encore, son ombre plane sur cette académie militaire d'où sortent les meilleurs officiers. Une institution alors archaïque, ayant pour modèle la guerre de sécession, alors que la Première Guerre mondiale, son artillerie, ses manœuvres et l'aviation viennent de révolutionner l'art militaire. Envers et contre tous, MacArthur sait que l'armée américaine doit se moderniser. Il arrive avec un mandat du chef d'état-major des armées. Il doit réformer l'académie en tirant les leçons de la Première Guerre mondiale afin de former la nouvelle génération d'officiers. Il a en effet essayé de réformer et moderniser la scolarité, et la bureaucratie s'y est opposée. Cela n'a pas été une expérience heureuse. Il avait une vision de West Point qui était, dirons-nous, en avance sur son temps. Here he broadened the curriculum to include a full college education and introduced a now widely followed program of intramural athletics. Today, here, he is a symbol and an inspiration. Il s'est heurté à beaucoup de gens. Pourtant, ces réformes, même si certaines ont été démantelées, n'ont jamais été totalement supprimées. Et il est aujourd'hui considéré comme le père du West Point moderne. Et c'est mérité. Une carrière exceptionnelle. Si le jeune Douglas a été guidé par la figure paternelle, l'influence des femmes de sa vie a aussi façonné ce parcours prodigieux. La première d'entre elles, c'est sa mère, Pinky. Je pense que sa mère lui a permis de façonner son image. Elle lui inculque ce qu'il doit être. Tu as des devoirs, tu dois te surpasser et tu as un destin à accomplir. Avant même la mort de son mari, en 1912, quand MacArthur a 32 ans, Pinky suit son fils où qu'il soit. À West Point, pour le surveiller et le motiver, puis dans ses différents postes pour déjeuner avec lui tous les jours. Fils modèle, MacArthur a besoin de cette confidente qui a une énorme influence sur lui. Une femme lettrée qui va jouer de son réseau pour son fils. Plus tard, elle écrira même au général Pershing une longue lettre passionnée, dans laquelle elle célèbre les exploits de son mari Arthur, le père de Douglas. Une lettre destinée à vanter les mérites de MacArthur. « Mon fils a de grandes ambitions, c'est un bon soldat et j'aimerais qu'il soit promu. »
Même après être devenu un jeune général, après la Première Guerre mondiale, sa mère continue de s'entretenir avec des généraux de l'armée dans les années 1920 et 1930 afin de faire avancer plus vite la carrière de son fils. Pinky est pourtant un poids terrible dans sa vie sentimentale. À 42 ans, MacArthur ose enfin lui imposer son histoire d'amour avec la mondaine et multimillionnaire Louise Cromwell Brooks, qui lui redonne le sourire après les blessures de la guerre. Avant d'avoir combattu sur le front durant la Première Guerre en France, c'était un type qui aimait s'amuser, quelqu'un de joyeux. C'était un mondain qui aimait sortir. Après être arrivé en Champagne et avoir combattu sur le front durant l'été et avoir découvert les horreurs commises sur ce champ de bataille, il écrit dans ses mémoires « J'ai soudain découvert que j'avais oublié comment on jouait. » Et après cela, il est devenu beaucoup plus renfermé, beaucoup plus sérieux que ce qu'il était auparavant. Donc quand il fait la connaissance de Louise, qui est une jeune fille pétillante, qui aime prendre du bon temps, une personne très fortunée, très connue, je pense qu'il voit cela comme un retour à la vie. Donc il la demande en mariage dès leur deuxième rencontre. Et elle répond « Ouais, très bonne idée ». Ce qui en réalité n'en était pas une du tout. Louise pousse Douglas à se lancer dans les affaires. Elle ne comprend pas que l'armée est son ADN, sa raison de vivre. Après 5 ans de mariage, la passion s'étiole et le couple divorce. I, your name, Douglas MacArthur, having been appointed a general, chief of staff. En 1930, la carrière de MacArthur franchit un nouveau cap. À 50 ans, il est nommé chef d'état-major, numéro 1 de l'armée, et obtient le grade de général. Un poste stratégique à Washington, où il travaille étroitement avec le président républicain Hoover. Do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States. That I will support and defend the Constitution of the United States. Against all enemies. Against all enemies. Foreign and domestic. Foreign and domestic. Alors que sa carrière est à son apogée, la terrible dépression de 1929 plonge des millions d'Américains dans la misère. Les vétérans de la Première Guerre mondiale, aux abois, réclament l'augmentation de leur pension. Mais le très conservateur Hoover refuse. Au printemps 1932, pendant 3 mois, 20 000 vétérans manifestent. C'est la Bonus March, soutenue par les démocrates. Les républicains, eux, crient au complot communiste. Le chef de guerre qui sommeille en MacArthur reprend du service. C'est très intéressant. Alors que MacArthur est chef d'état-major et qu'il y a un commandant en charge des opérations, il décide lui-même de se rendre sur le terrain et de superviser les opérations. Il y a ces pauvres vétérans de la Première Guerre mondiale, affamés, au chômage, et il arrive soudain pour les disperser. Il est contre les travailleurs, les vétérans. Il est violemment anticommuniste, antipacifiste. Il est très conservateur. And so they're being forced out of their shacks by smoke bombs and tear gas hurled by the troops who have been called out by the President of the United States. Mr. Hoover doesn't blame the veterans entirely. He claims that the disorder and defiance were caused by foreign reds and a large criminal element in the ranks of the veterans. Aux avant-postes, pour une fois de plus se mettre en avant, MacArthur tombe de son piédestal. La répression fait plus de 1000 blessés et tue 2 enfants. Pour la presse, MacArthur est un fasciste, s'attaquant aux vétérans qu'il avait commandés en 1918. Roosevelt avait dit de MacArthur qu'il était l'un des 2 hommes les plus dangereux des États-Unis. Il était tant associé à l'image d'Hoover, à l'image de la Bonus March, que cela sentait le roussi pour MacArthur, au niveau personnel et professionnel. Pire encore pour MacArthur. Cette même année 1932, Roosevelt est élu président des États-Unis. Son programme, le New Deal, promet des mesures sociales et des coupes budgétaires dans l'armée. Tout ce que MacArthur critique fermement.
Je pense qu'il considérait la plupart des hommes politiques issus du Parti démocrate comme des ennemis. Vous savez, il était républicain. Il avait donc l'impression qu'il voulait uniquement le faire tomber. Mais en réalité, Franklin Roosevelt aurait cité cette maxime à un proche. Conservez vos amis près de vous et vos ennemis plus près encore. Il dit « Je le veux près de moi » et non en train de conspirer contre le New Deal. Sur cette logique, Franklin Roosevelt le maintient à son poste de numéro 1 de l'armée. Le démocrate voit son intérêt politique. L'image intransigeante de MacArthur est très utile pour faire taire les opposants républicains. De son côté, MacArthur n'hésite pas à retourner sa veste et accepte la main tendue par Roosevelt. I cannot tell you the sense of distinction I feel in accepting this entirely unexpected award from your distinguished hands. In that spirit, I shall wear it upon my uniform, where, for all eyes, it will stand as an outward symbol of the devotion, the efficiency, and the accomplishments of the officers and the soldiers whom it has been my high honor to command. Si ce partenariat fonctionne, il faut bientôt trouver un nouveau poste à MacArthur. Roosevelt pense alors aux Philippines, un territoire détenu par les États-Unis sur le point de devenir indépendant. Il faut donc mettre sur pied une armée sous la houlette des USA. Dans un sens, Roosevelt le sauve à nouveau en lui offrant ce poste aux Philippines. Pour MacArthur, c'est une belle opportunité. C'est un poste prestigieux à Manille, un endroit qu'il apprécie. Et d'un autre côté, c'est aussi parfait pour Roosevelt, qui se débarrasse enfin de MacArthur. Les Philippines, un territoire au cœur du Pacifique, à 13 000 km des États-Unis. Une terre qui a marqué la destinée de MacArthur. Les Philippines sont très symboliques pour lui. Cette terre est liée à son enfance et aux traditions militaires chères à sa famille. Les Philippines étaient très importantes pour lui et son père, le général Arthur MacArthur, qui avait joué un rôle crucial sur le territoire après la chute des Espagnols lors de l'insurrection des Philippins. Puis, quand Douglas a été diplômé de West Point en 1903, il y est envoyé comme jeune officier cette même année. Donc, MacArthur a toujours considéré les Philippines comme sa seconde maison. Dès qu'il quitte les États-Unis, à bord du navire qui l'emmène à Manille, sa vie bascule. Il rencontre Jean. À bord, elle voit MacArthur et son état-major. Elle sait qui ils sont, car tout le monde sait qui est MacArthur. Mais il se trouve que pendant le voyage, ils font connaissance. Ils commencent à prendre le petit déjeuner ensemble. Car pendant ce périple, la mère de MacArthur est malade et alitée dans sa cabine. D'ailleurs, à peine arrivée à Manille, elle va mourir. Cette confidente de toujours le quitte, et naturellement, Jean va la remplacer. Jean, fille de militaire, est la femme de sa vie. Très vite, le couple a un petit garçon, Arthur. À 58 ans, le vieux général solitaire ne s'attendait pas à jouer ce nouveau rôle de père. Ces années aux Philippines sont des moments de bonheur. Jean est différente de Louise, car elle connaît parfaitement la vie militaire. Et c'est ce que cela signifie. Elle est d'ailleurs très heureuse de consacrer sa vie à veiller sur leur foyer. Quand il se marie pour la seconde fois, c'est une grande réussite. Il adore sa femme, il adore son fils. En 1937, MacArthur atteint l'âge limite fixé par l'US Army et doit prendre sa retraite. Le général n'est pas prêt à rendre son uniforme. Son ami, le président des Philippines, Manuel Quezon, lui offre alors le commandement de cette armée avec le titre de Field Marshal. Que va-t-il faire s'il rentre aux États-Unis? Il n'y a pas de poste pour lui au sein de l'armée.
Donc, Quezon lui propose de prendre la tête de cette armée philippine en devenir. Sur le papier, évidemment, c'est énorme, mais en réalité, il s'agit de quelques milliers d'hommes, pas plus. C'est une armée fantôme. Il n'y a pas d'armée philippine. Malgré la modestie de cette armée composée de 12 000 soldats philippins, MacArthur ne recule devant aucun faste et se glorifie de son titre de maréchal. Ses confrères américains le trouvent ridicule. Tout le monde se moque de lui. On le baptise le Napoléon de Luzanne. On plaisante beaucoup sur son uniforme et tout le reste. MacArthur ne pense pas en ces termes. Il se projette et pense à ce que cette armée deviendra. Il pense à cette armée de peut-être 2000 hommes qui sera alors prête lorsque les Philippines deviendront indépendantes en 1946, comme cela est prévu. Et pour lui, cet appareil est nécessaire. Il incarne l'autorité dont il a besoin pour parvenir à cet objectif. À la tête d'une armée que tout le monde juge fantoche, MacArthur ne sait pas encore que le destin va lui permettre une fois de plus d'inscrire son nom dans l'histoire. Dans le Pacifique, la menace pour les États-Unis vient du Japon. Cet État totalitaire a envahi une grande partie de l'Asie, dont la Corée et la Chine. Cet allié de l'Allemagne nazie veut encore étendre son empire. Face à cette menace, le président Roosevelt décide de fédéraliser l'armée philippine avec à sa tête MacArthur. Le vieux général reprend du service sous les couleurs américaines. Il devient commandant des forces armées en Extrême-Orient. Son rôle, pareil à une attaque japonaise. Mais MacArthur est confiant. Le Japon, qui vient d'envahir la Mandchourie et la Chine, n'est pas prêt. On en revient toujours à son ego et à sa trop grande assurance. Il était persuadé que les Japonais n'attaqueraient pas avant avril 1942. Mais il ne s'agissait que de ses propres prédictions. Pourtant, dès le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent à Pearl Harbor. MacArthur reçoit l'information. Ses installations militaires sont probablement la prochaine cible. Il a quelques heures pour protéger ses forces aériennes. Elles sont pourtant laissées bien visibles au beau milieu des aérodromes. Malgré des avertissements répétés, il y a eu un enchaînement d'erreurs et de mauvaises décisions. MacArthur a alors perdu une très grande partie de sa force aérienne le premier jour de la guerre. Il a ainsi été privé d'une puissance de frappe cruciale, son appui aérien. Et finalement, il est contraint à la retraite. C'est une catastrophe. MacArthur bat en retraite dans les montagnes de la péninsule de Bataan qu'il connaît bien. Malgré leur impréparation, les soldats philippins résistent. Les Philippins sont mal équipés, mal préparés et bénéficient de forces de combat très faibles comparées aux Japonais. Et malgré cela, MacArthur parvient à les inspirer et ils ont ainsi résisté pendant une grande partie de la campagne, bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer raisonnablement. Comme lors de la Première Guerre mondiale, MacArthur parvient à galvaniser ses troupes qui luttent contre l'avancée des Japonais. Le front de Bataan tient jusqu'à début avril. Or, entre-temps, les Britanniques sont tombés dès décembre à Hong Kong, puis à Singapour en février. Les Indes orientales néerlandaises, qu'on appelle aujourd'hui l'Indonésie, sont prises par les Japonais début mars 1942. Tout cela nourrit évidemment grandement la réputation de MacArthur, car tous les autres commandants alliés essuient des défaites et tombent les uns après les autres très rapidement. Après 3 mois de combats acharnés, les Nippons approchent. La vie de MacArthur est en danger et ses troupes avec.
L'une des actions les plus controversées durant la Seconde Guerre mondiale, c'est la décision de Franklin Roosevelt, lorsqu'il ordonne d'évacuer MacArthur des Philippines. L'armée savait que le sort des Philippines était scellé. Les troupes de MacArthur allaient tomber. La grande question, c'était quand. Ils finalisent la décision en mars. Il faut évacuer MacArthur. Ils ne peuvent pas se permettre de voir un ancien chef d'état-major des armées fait prisonnier par les Japonais ou pire, exécuté. Dans la nuit du 11 mars, le commandant des forces alliées doit fuir avec sa femme Jean et son fils à bord d'embarcations légères, les Petty Boats. Ils sautent tous sur ces petits boats et parcourent 1000 km jusqu'au blocus mis en place par les Japonais. La mer est déchaînée, ils sont tous malades, ils arrivent sur l'île de Mindanao où ils embarquent à bord d'un B-17 pour 5000 km direction l'Australie. Et à peine arrivés, on leur dit de monter dans un autre avion parce que les Japonais s'apprêtent à bombarder. Alors ils embarquent immédiatement dans un autre avion et volent jusqu'à Alice Springs où ils prennent encore un train. Pour MacArthur, c'est une humiliation terrible. Il est la risée de l'ennemi. Pour eux, cette fuite est le symbole de leur victoire écrasante. Le redouté MacArthur est tombé. On a entendu aux informations que MacArthur avait perdu et qu'il avait dû fuir et se réfugier en Australie. Ici, naturellement, cela a été une grande et bonne nouvelle. On avait l'impression d'avoir presque gagné la guerre. MacArthur sait qu'il a laissé ses hommes aux mains de l'ennemi. Environ 70 000 Américains et Philippins sont faits prisonniers. Plus de 6 000 d'entre eux meurent lors de la terrible marche de la mort de Bataan. Arrivé en Australie, il est nommé par le président Roosevelt commandant suprême des forces alliées dans le Pacifique Ouest. Il dirige les forces américaines, britanniques, néerlandaises et australiennes. De là, il doit repenser la guerre contre le Japon. Pour MacArthur, c'est une revanche personnelle. I shall return. Nothing is more certain than the ultimate reconquest and liberation from the enemy of those and adjacent lands. One of the great offensives of the war will, at the appropriate time, be launched for that purpose. With God's help, it should be decisive, not only of redemption, but of Japanese isolation from southern conquest and of Chinese restoration of Pacific Ocean communication. Il a été dévasté. Lui, cet homme qui avait réussi toute sa vie durant, venait d'essuyer une terrible défaite et une humiliation sans nom. Il était bien décidé à laver son honneur. Il répète comme une promesse faite aux Philippins, « Je m'en suis sorti et je reviendrai ». À Washington, on lui fait vite remarquer qu'il faut qu'il dise « Nous devons y retourner. Nous, Américains, devons retourner aux Philippines. » Tonight, I repeat those words. I shall return. Mais il n'a pas accepté de changer sa formulation, car il pensait que le premier message avait eu un grand impact. Et bien sûr, parce que nous parlons de MacArthur, de cet ego qui le caractérise. Il voulait que ce soit son message au peuple philippin. Pour sauver les apparences et faire passer cette défaite à Bataan pour un exploit de l'armée américaine, le président Roosevelt décerne à MacArthur la Medal of Honor, la plus haute distinction de l'armée américaine. Cette médaille, reçue par son père 52 ans avant lui, a pourtant un goût amer. Après avoir essuyé des défaites les unes après les autres suite à la bataille de Pearl Harbor, les Américains avaient besoin d'une bonne nouvelle. Donc cela était très utile pour Roosevelt. Il pouvait enfin annoncer une bonne nouvelle alors que tout se passait si mal sur le front. C'est une des raisons pour lesquelles on lui a décerné la Medal of Honor.
En temps normal, on organise alors une cérémonie publique. Il n'en a pas eu. Il n'a jamais été photographié avec non plus. Et dans ses mémoires, parmi tout ce qu'il détaille, il n'y a qu'une phrase consacrée au sujet. Cela en dit beaucoup sur ce qu'il éprouvait. Il avait bien décrypté. Cet honneur ne m'est pas attribué personnellement, mais il est attribué à l'armée, et je l'accepte au nom des défenseurs de Bataan et de Corregidor. L'Amérique croit en MacArthur pour prendre sa revanche sur l'ennemi japonais. À la tête des forces alliées en Australie, il propose un plan de bataille. Capturer la principale base japonaise de Nouvelle-Guinée et contourner l'ennemi. Up from Australia and across jungle-clad New Guinea. By now, the Japs were dug in and ready at Wewak. So we surprised Hollandia. Wewak bypassed. Strategy, surprise, up the stairway of islands. Morotai. The GIs of the Southwest Pacific were dug in and ready for the main event. Au Pentagone, l'état-major accepte cette stratégie moderne. Les assauts surprises et les sauts de puce permettent d'avancer rapidement. Les risques étaient énormes. Là encore, il menait de grandes manœuvres compliquées pour déborder l'adversaire par la mer. Il plaçait donc ses forces en position, avec au cœur la base aérienne, d'où il pouvait lancer des attaques. Mais il fallait prendre en compte qu'à l'époque, la longueur des vols était limitée. Son audace, ses opérations aéroportées, c'était vraiment quelque chose. The general himself went ashore to observe, to encourage, to commend. In 1943, en 1943, lors de la bataille de Nouvelle-Guinée, MacArthur enchaîne les succès. Il prépare parfaitement la manière dont vont se passer les combats et parvient ainsi à limiter les pertes de GI dans ses rangs. MacArthur a préservé plus de vies américaines, et conquis plus de territoires et plus vite qu'aucun général dans l'histoire. Pour lui, cette tactique risquée n'a qu'un objectif, reconquérir les Philippines, comme il l'a promis. Reconquérir les Philippines était une idée absurde aux yeux du chef d'état-major de la marine. Il répète que cela n'aura aucun impact pour terrasser le Japon. Mais MacArthur est omnubilé par les Philippines et ça rend fou les autres pontes de l'armée. Obstiné, il convainc Roosevelt de lancer un immense débarquement sur l'île de Leyte aux Philippines. Le 20 octobre 1944, le général réussit son pari. À Leyte, il a tout prévu, même les caméras. MacArthur returned, as he had promised. Il sait que cette photo va être dans les journaux, ce qui va lui permettre d'exiger 100 000 hommes de plus. Il va aussi gagner le soutien des Américains sur place. Il sait comment fonctionne la presse. Directing the attack, the general seemed to be everywhere at once. Every day, at some point in the front lines, his men would spot the familiar faded field marshal's cap. Malgré ce succès, il s'entête à libérer Manille, la capitale, qui n'est pas stratégique pour défaire le Japon. Une erreur majeure. Les officiers qui l'entourent depuis la bataille de Bataan, le Bataan Gang, ne l'en dissuadent pas. C'est un bon exemple pour prouver que l'état-major de MacArthur n'ose dire à son chef que ce qu'il a envie d'entendre. Ils ont donc largement sous-estimé le nombre de troupes japonaises attendant de pied ferme les Américains aux Philippines. This is a new type of jungle for island-hopping GIs. A jungle of broken buildings and smashed streets. But the same kind of Japs they've always been. Il a entièrement détruit la ville. Nous avons tué des dizaines de milliers de Philippins car les Japonais se sont battus pour Manille et nous n'avions plus le choix. En mars 1945, la perle de l'Orient, Manille, est rasée.
mais libre. Cette reconquête est un désastre pour les Philippins. Mais MacArthur peut dire qu'il a tenu sa promesse. Loin des atrocités de la guerre, aux États-Unis, on ne voit que la victoire sur les Japonais et on célèbre le héros. Une frénésie nourrie par Washington qui surfe sur les succès de son général glorieux. Il va susciter de nombreuses jalousies. Il est vraiment devenu un général star, car une fois encore, il parvient à capter l'imagination du public. L'image de ce grand soldat victorieux a déclenché ce que l'on a appelé la MacArthur Mania. Les gens ont baptisé leur rue, leur bébé MacArthur. Et des tas de prix ont été décernés à celui qu'on considère comme un héros. Promu général 5 étoiles, le plus haut rang parmi les militaires, la star MacArthur est choisie par le nouveau président Harry Truman pour occuper le Japon. Le 2 septembre 1945, il signe la capitulation des Nippons. With a dramatic sense of the historic meaning of the event, MacArthur opens the ceremony of surrender. We are gathered here, representatives of the major warring powers, to conclude a solemn agreement whereby peace may be restored. I announce it my firm purpose, in the tradition of the countries I represent, to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance, while taking all necessary dispositions to ensure that the terms of surrender are fully, promptly, and faithfully complied with. La guerre est terminée. Nommé commandant suprême des forces alliées au Japon, MacArthur s'installe à Tokyo avec Jean et son fils Arthur. Le chef de guerre devient homme de paix. À la tête du Japon occupé, loin de vouloir infliger aux Japonais un esprit de vengeance, Douglas MacArthur pousse à la démocratisation du pays. MacArthur était très ambitieux sur le plan politique. C'était un idéaliste qui rêvait de réformer la politique, l'économie, la société, voire la structure psychologique des Japonais. Il pensait avoir la mission de changer fondamentalement ce pays militariste et totalitaire. De manière très personnelle, je pense que les réformes de MacArthur sont un réel succès car elles ont été bien acceptées. Et une grande partie des réformes qu'il a initiées sont encore en vigueur aujourd'hui. En 5 ans, cet ennemi devient un allié stratégique des États-Unis dans sa lutte contre le bloc soviétique. Car l'Asie est le nouvel épicentre de la guerre froide. La Chine de Mao inquiète. The end of World War II was followed by eruptions of nationalism. Eruptions which the Soviet Union in some areas turned to its own purposes. Le 25 juin 1950, un nouveau cap est franchi. La guerre éclate en Corée. Les forces du Nord communistes ont envahi celles du Sud alliées aux États-Unis. Pour mener ce conflit inédit, un conflit chaud au cœur de la guerre froide, le président des États-Unis, Harry Truman, se tourne une fois encore vers le vieux général MacArthur. Pour lui, c'était formidable de devenir une fois encore ce grand héros militaire. Comme Roosevelt avant lui, Truman, démocrate très attaqué par les républicains, fait un choix politique et non militaire. Cette guerre peut mener à un conflit nucléaire contre l'URSS. La figure du héros MacArthur, anticommuniste fervent, est un rempart contre les critiques. À 70 ans, le général enfile donc de nouveau le costume du chef de guerre. Dès que la guerre de Corée éclate, il est de retour. Il remet les lunettes de soleil, reprend sa pipe, enfile son blouson en cuir. C'est vraiment la construction d'un personnage. MacArthur est âgé, mais n'a rien perdu de son génie militaire. Comme lors de la guerre du Pacifique, il monte une opération amphibie.
L'ennemi l'attend à Pusan, mais il prend les forces nord-coréennes à revers en débarquant à Incheon. MacArthur élabore l'idée d'un débarquement à Incheon, ce qui est certainement l'un des plus grands coups de génie de sa carrière. La plupart des gens rétorquaient que c'était beaucoup trop dangereux. MacArthur tient bon, il veut essayer et il a eu raison. Les gens saluent alors cette opération tactique très brillante. Et ensuite, je crois qu'il est devenu fou. L'objectif militaire est atteint. Les troupes nord-coréennes ont été repoussées au-delà du 38e parallèle. Mais MacArthur, le chef de guerre, veut terrasser l'ennemi. Contrairement au plan de Washington, il poursuit le combat vers le nord. Pour William Opferman, qui était un très jeune GI en Corée, MacArthur a répondu aux ordres: battre les communistes. Pour nous, le général MacArthur était entièrement concentré sur un seul objectif, le fait de gagner cette guerre. Il pensait donc que nous ne l'aurions pas gagnée tant que nous n'aurions pas bouté l'ennemi hors des frontières et que la Corée n'aurait pas retrouvé sa pleine liberté. Within 3 days, the convoy lies off Wonsan, North Korean port selected for the landing. But on land, the tactical situation has changed. Fast-moving ROK troops driving up the east coast and crossing the 38th parallel have moved north into enemy territory. Il parvient à convaincre Truman de repousser les Nord-Coréens au nord du 38e parallèle. Mais il veut en plus remonter jusqu'au fleuve Yalu, ce qui marque la frontière avec la Chine. New mission, destroy or drive the enemy out of Northeast Korea. À Washington, l'état-major critique pourtant ce projet, trop risqué. En effet, les services secrets affirment que des centaines de milliers de soldats chinois se préparent à rentrer dans le conflit. Encore une fois, ce qui vient ternir la légende de MacArthur, c'est que lors de 2 moments clés de sa carrière militaire, il a grandement sous-estimé son ennemi. En 1941, il clame que le Japon est un pays de 3e rang, incapable de conquérir les Philippines. Pourtant, ils l'ont fait. Il affirme aussi que si la Chine intervient en Corée, cela n'a pas d'importance. Il dit « C'est une armée de paysans, pas de problème, j'en fais mon affaire ». MacArthur suit d'abord et avant tout son instinct. Pour lui, les renseignements fournis par les services secrets sont un outil au service de son propre raisonnement. Et il a complètement dérapé. Il n'a pas réalisé que les Chinois avaient déplacé 400 000 hommes là-bas. Less than 1 month after they landed at Iwan, troops of the 7th enter Haisanjin. There's nothing between them and Manchuria, except the frozen Yalu. Les Chinois préviennent « Si vous vous rapprochez de la frontière, nous allons envahir et franchir le fleuve Yalu au nord ». À Washington, on lui envoie aussi des messages venus du renseignement qui l'alertent. Ils vont envahir. Il n'y croit pas. Et cela est dû à son incapacité à comprendre l'état d'esprit asiatique. 400 000 Chinois passent soudain la frontière nord-coréenne. L'armée américaine perd 11 000 hommes en quelques jours. C'est une catastrophe. Les troupes reculent de 480 km, la plus longue retraite de l'histoire des États-Unis. MacArthur commence à se servir des médias pour déclarer que l'ONU devrait utiliser la bombe atomique, ce qui est strictement contraire à la politique américaine. Ensuite, il évoque l'idée d'envahir la Chine, ce qui là encore est complètement contraire à la volonté du président Truman. MacArthur fait constamment la une des journaux, au même titre que le président. Or, le problème, c'est que Truman, même s'il vient d'être réélu, n'est pas un président très populaire. Depuis 1949, l'URSS possède la bombe atomique. Les services secrets américains craignent que les soviétiques ne la fournissent aux Chinois. Une 3e guerre mondiale peut éclater. Qu'importe. Pour reconquérir la Corée, MacArthur défend sa stratégie jusqu'au boutiste. Il voulait utiliser entre 30 et 50 bombes nucléaires tactiques le long de la frontière entre la Corée et la Chine pour éradiquer toutes les forces sur ce terrain. Puis il voulait utiliser du cobalt radioactif afin de créer une ceinture radioactive tout au long de la frontière. Une ceinture qui resterait radioactive pendant 60 ans ou plus, afin d'empêcher les Chinois de pouvoir franchir à nouveau la frontière.
Le général MacArthur avait pris connaissance des rapports étudiant les conséquences des bombardements de Nagasaki et d'Hiroshima. Il en connaissait donc les effets désastreux. Mais pour gagner la guerre, tous les moyens étaient bons à ses yeux. Et de son point de vue, la bombe atomique était indispensable pour vaincre la Chine. Pour obliger Truman, qui a la main sur les armes nucléaires, à suivre son plan, MacArthur franchit la ligne rouge. Et c'est là que la lettre envoyée par MacArthur à Joseph Martin, un membre du Congrès, est lue. MacArthur y écrit « Ici, nous menons la guerre de l'Europe avec des armes, tandis que là-bas, les diplomates la mènent avec des mots. Il faut savoir que le républicain Joseph Martin est particulièrement anti-Truman. Dès lors, pour le président Truman, MacArthur a voulu s'immiscer dans les affaires politiques. Et c'est là qu'il décide de le limoger. Il ne peut plus le tolérer. » En tant que soldats, nous étions très contrariés par ce limogeage de MacArthur. Mais nous savions que le général avait provoqué tout cela. Tout soldat digne de ce nom sait qu'aucun militaire n'a le droit de désobéir à un ordre, même s'il est général. Même si cela est politiquement dangereux pour Truman, le président relève le héros de ses fonctions. MacArthur est le premier général à être limogé par un président aux États-Unis, après 52 ans de carrière. C'était très courageux de la part de Truman d'avoir osé limoger ce héros victorieux, soi-disant toujours couronné de succès. Un général qui bénéficiait d'une popularité énorme. Cela a donc provoqué un très grand choc aux États-Unis quand le président Truman a relevé MacArthur de ses fonctions. Et MacArthur a été accueilli en héros à son retour. Après 14 ans d'absence, loin du sol américain, le héros est de retour. À New York, 7 millions de personnes l'acclament. Truman est conspué et sa cote de popularité s'effondre. Pourtant, en Corée, la guerre continue et les faits donnent raison au président. Tous les chefs d'état-major ont par la suite reconnu que le président Truman avait eu raison de limoger MacArthur, car ce dernier s'était immiscé sur le terrain politique, sur cette question brûlante en Asie. Ils ont donc tous reconnu que le général MacArthur devait partir. Et lors des années qui ont suivi, à la fin des années 1950, MacArthur se retrouve relégué au second plan, parmi les figures du passé. Après 30 ans de surexposition médiatique, cet homme, né en 1880, disparaît peu à peu. Le monde de la guerre froide le fait sombrer dans l'oubli. The Capitol Rotunda, the nation mourns General of the Army Douglas MacArthur. Said President Johnson, one of America's greatest heroes is dead. 13 ans après son retour, le général décède le 5 avril 1964 à 84 ans. Le héros ressurgit alors du passé. Malgré sa destitution, il a droit à des funérailles nationales, rarement organisées pour des militaires. 150 000 personnes saluent cet homme charismatique et audacieux qui incarne pour eux l'Amérique triomphante. Un militaire à l'ego démesuré qui a lui-même supervisé un mémorial grandiose où il repose aujourd'hui, à Norfolk. Sans jamais évoquer ses échecs et ses fêlures, il a forgé sa légende, jusque dans ce lieu à sa gloire, pour demeurer à jamais la figure du général victorieux. But I still remember the refrain of one of the most popular barrack ballads of that day, which proclaimed most proudly that old soldiers never die. They just fade away.